psychomoteurs et des activités qui sont liées au comportement, c'est-à-dire des choix, des opinions, de ce que nous pensons et de ce que nous ne pensons pas, ce que nous préférons, ce que nous ne préférons pas. Donc c'est ces trois types-là, savoir, savoir-faire et savoir-être, que nous visons essentiellement dans nos enseignements. Et donc chaque fois l'enseignant doit se poser la question de savoir, mais sur quoi débouche le contenu de mon enseignement? Est-ce que c'est des savoirs? Est-ce que c'est des savoir-faire? Est-ce que c'est des savoir? Est-ce qu'il y a une combinaison savoir, savoir-faire? Est-ce qu'il y a une combinaison savoir-faire, savoir-être? Est-ce qu'il y a une combinaison savoir, etc. Donc chaque fois l'enseignant doit se poser cette question. S'il ne se pose pas cette question, il va privilégier un aspect et oublier les autres aspects, alors que ces aspects sont intégrés dans le processus que l'on recherche chez lui. Alors, les niveaux d'objectifs pédagogiques et la formulation des objectifs opérationnels, d'abord, je disais que c'est au niveau de l'État qu'on définit les finalités. C'est la vision que l'on a du citoyen. Au Togo, dans la réforme de 1975, c'était précis. On disait, on voulait former un citoyen sain de corps, sain d'esprit, capable de transformer son milieu. C'est très philosophique. Sain de corps, regardez un peu les contenus liés au sport. Est-ce que ça peut produire quelqu'un qui est sain de corps? Sain d'esprit, oui, les savoirs ils sont. Mais capable de transformer son milieu, est-ce que notre milieu est en transformation? Donc c'est ça, les vraies questions, les vrais enjeux au niveau des finalités. Alors, quand le gestionnaire de l'éducation, spécialiste, expert, vous l'appelez comme vous voulez, il s'approprie cette finalité-là, il le décline en but. C'est-à-dire quoi? Les profils des formés. En ce moment-là, on va parler des programmes. Lui, il va décliner ça en programme. En disant, il faut des gens sains, il faut des médecins, il faut des gens capables d'assurer la sécurité, il faut des gens capables de faire ceci, il faut des gens capables de faire ça, et on va formuler. Et maintenant, les objectifs pédagogiques sont liés aux disciplines qui contribuent au programme, c'est-à-dire à la formation du profil. Et ça concerne les objectifs pédagogiques là. Ce sont des compétences ou des comportements. Et ça, c'est l'enseignant, le spécialiste d'un domaine, les experts de contenu, les évaluateurs qui le formulent. Donc, vous êtes concerné par cet aspect-là, qui est une dérivation en fait. C'est-à-dire, quand vous prenez, il faut que ça coïncide, que ça puisse, que les objectifs renvoient à la vision que l'on a dès le départ. Alors, pour ce qui nous concerne, ce sont les objectifs spécifiques, les objectifs généraux, on appelle encore les objectifs pédagogiques, qui sont spécifiques et opérationnels dans le cadre d'un enseignement. Alors, on les définit comme une communication d'intention claire et précise, énonçant ce que l'enseignant attend de l'apprenant. Je donne une idée d'enseignement. Qu'est-ce que j'attends de l'apprenant? C'est-à-dire, le comportement qu'il veut le voir manifester. Est-ce qu'il doit pouvoir citer? Est-ce qu'il doit pouvoir décrire? Est-ce qu'il doit pouvoir cocher? Est-ce qu'il doit pouvoir résoudre? Est-ce qu'il doit pouvoir dupliquer? Est-ce qu'il doit pouvoir transposer? Donc ce sont des formules comme ça concrètement qu'on peut observer. Et on nous dit que l'enseignant doit éviter d'utiliser à ce niveau des ordres, des verbes d'état. Quand vous dites mon apprenant, c'est ce que nous disons très souvent, doit comprendre les notions de choses. Est-ce que vous savez qu'il comprend? Il n'y a pas d'indicateur pour la compréhension. Où vous dites, il doit être capable d'analyser ceci. À l'intérieur d'analyser qui est général, il faut préciser davantage pour dire qu'il doit pouvoir mettre en relation, il doit pouvoir tracer, il doit pouvoir faire ceci, il doit pouvoir démonter, etc. Qui sont des notions plus précises qu'on peut observer. Et donc, dans le dispositif, et c'est essentiel, ces objectifs-là sont l'élément clé que nous devons mettre sur la plateforme. Parce que c'est ça qui permet à l'apprenant, après de se poser la question. Mais il m'a demandé que je dois être capable de citer. Est-ce que réellement je peux citer?
a un instrument de contrôle. Il a des indicateurs. Vous aussi, vous avez des indicateurs. Et vous pouvez savoir si vous avancez vers les objectifs qui sont cherchés. Donc, c'est des comportements que l'on cherche des transformations de comportement que l'on cherche à produire. Alors, comment est-ce qu'on les formule? Premièrement, il faut aller chercher un verbe d'action, pas un verbe d'état. Un verbe d'action. Quelle que soit la nature, hein, que vous soyez en philosophie, que vous soyez en chose, c'est pas parce que la matière est religieuse ou etc. et que ce problème la pose. Non, non, non. Même si c'est des matières apparemment distraites de comment on l'appelle, d'abstraction, il faut revenir à ces fondamentaux-là pour pouvoir les. Donc, utiliser un verbe d'action. L'objectif ne met en exergue uniquement le comportement de l'apprenant. C'est pourquoi chaque fois qu'on veut le formuler, on utilise le bout de phrase. À la fin de mon cours, de mon unité d'enseignement, l'apprenant doit être capable de. Après ce bout de phrase-là, vous mettez le verbe d'action qu'il faut. Ensuite, le comportement doit être spécifique à l'apprenant. Et ce n'est pas une activité. Non, c'est le résultat d'une activité. Je peux vous faire saisir des textes, mais après, vous pouvez savoir comment on met en forme. Entre l'activité de saisir les textes, c'est une activité. Après, vous saurez comment mettre en forme un document. Est-ce que vous voyez? C'est le résultat là qu'on recherche. Ce n'est pas l'activité qu'on propose. Alors, les puristes nous demandent de continuer la manœuvre dans la formulation en mettant les conditions dans lesquelles le comportement doit être montré. Je dis par exemple qu'à la fin de mon cours, vous pouvez courir les 100 mètres en 9 secondes dans une salle. Pourquoi dans une salle? Parce que si vous allez faire la même performance à l'extérieur, on n'aura pas le même résultat. Donc si je vous apprends à courir dans une salle et que à la compétition, on se retrouve à l'air libre, vous allez voir que vous ne pourrez pas avoir les mêmes résultats. Donc il faut dire les conditions dans lesquelles le comportement doit se manifester. Soit c'est un outil, hein, on peut dire savoir faire la multiplication en utilisant tel outil, savoir faire ceci en se basant sur tel écrit, etc., etc. Ensuite, dernière chose qu'il faut incorporer, c'est le niveau à partir duquel vous validez le comportement. C'est-à-dire, quel est le seuil? Je dis par exemple que l'apprenant doit être capable d'énumérer les préfectures du Togo. Maintenant, quand est-ce que je considère qu'il sait les énumérer? Est-ce que c'est quand il saura les énumérer toutes, ou s'il sait déjà énumérer 80%, je peux considérer que le comportement est validé. Je peux dire par exemple à 50%, à 2, près, à ceci près, etc. Ça, ce sont les éléments qui nous permettent de valider le comportement. Et donc cette formulation-là, c'est aussi important sur la plateforme. Parce que c'est un outil de communication avec l'apprenant pour qu'il sache ce que nous attendons de lui et dans quelles conditions. Alors, les stratégies d'enseignement-apprentissage. Pour le moment, nous avons un malentendu là-dessus. Et c'est à vous de nous aider à le clarifier auprès de nos collègues. L'enseignement, c'est l'enseignant. L'apprentissage, c'est l'apprenant. Vous ne pouvez pas parler d'apprentissage et vous poser la question, qu'est-ce que moi, enseignant, je fais? Non, vous avez du travail à faire, c'est de mettre à la disposition de l'apprenant ce qu'il doit faire. Mais c'est lui qui le fait, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est lui qui le fait. Donc, dans cette stratégie-là, il faut d'abord savoir que les ressources et les méthodes qui sont planifiées pour atteindre un objectif procèdent d'une stratégie d'enseignement. C'est qu'on approche. Il y a pas 3. La présentation, ça veut dire que c'est l'enseignant qui présente le savoir. Alors, la découverte, c'est-à-dire que c'est l'apprenant qui
découvre lui-même par ses activités ce que vous voulez qu'il sache. Et puis au moment où vous êtes ensemble en train de construire le savoir, c'est-à-dire que vous faites une part de la tâche, lui aussi fait une part de la tâche pour que vous arriviez au comportement que vous recherchez chez lui. Donc il n'y a que ces trois aspects-là qui existent. On n'a pas encore trouvé un quatrième. Et donc, lorsque nous sommes dans la présentation, tout est basé sur l'activité de l'enseignant. C'est lui qui fait cours magistral. On va voir les déclinaisons suivantes de formules. Vous allez voir qu'il y en a plein. Maintenant, lorsque c'est l'apprenant lui-même à qui on confie des ressources et on lui dit de procéder d'une certaine manière, finit par découvrir quelque chose, c'est lui-même qui a construit son savoir. Et puis maintenant, lorsque vous l'accompagnez sur le terrain, par exemple, et que vous lui dites d'aller observer ce que vous êtes en train de voir, de prélever les choses, donc vous êtes en train de faire une partie du travail, lui aussi il est en train de faire une partie du travail. Ça peut être à l'intérieur d'une classe ou à l'extérieur d'une classe, c'est ce que nous savons. Alors, de traduire les modes d'intervention en action. C'est-à-dire, nous avions 3 modes d'intervention. Maintenant, comment est-ce que être sûr que dans la classe, ça va être une action que nous regardez le tableau suivant. Alors, c'est la présentation, c'est la découverte, c'est l'interaction. Lorsque je fais un cours magistral, même si c'est médiatisé, ça relève de la présentation. Lorsque je fais un exposé médiatisé, pareil, ce que je suis en train de faire là, c'est de la présentation. Ça peut être la démonstration, parce que c'est moi qui serai à la manœuvre. Certaines formes d'enseignement programmé aussi sont des enseignements qui relèvent de la présentation. Mais par contre, quand vous avez des jeux de rôle, des simulations, des lectures et visionnements personnels, un enseignement par contrant, la recherche libre, c'est l'apprenant qui est en ce moment-là à la manœuvre. Et vous allez voir que nous aurons une liste d'activités que nous pouvons mettre à la disposition des collègues pour qu'ils aillent puiser ces activités-là et les mettre en relation avec les ressources qu'ils donnent aux apprenants pour leur permettre de travailler en classe. Maintenant, pour l'interaction, on a le travail sur le terrain, le séminaire, le stage, le laboratoire, les travaux d'équipe, les résolutions des problèmes. Ça, c'est des co-constructions, c'est-à-dire c'est des lieux où on construit ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on appelle technique pédagogique? C'est une manière particulière d'utiliser les ressources didactiques et les formules pédagogiques. Les formules que nous avons là, lorsque vous y associez une ressource ou un matériel pédagogique, devient une technique. Je fais un exposé. Avant de faire mon exposé, je vous distribue le contenu de mon exposé pour suivre ce que je suis en train d'exposer. C'est une technique. Je peux ne pas le faire comme ça. Je peux vous donner autre chose à la place, soit un résumé. Là aussi, c'est une technique. Donc, quand vous prenez une formule et que vous y ajoutez une ressource ou un outil ou quelque chose pour essayer de rendre spécifique ce que vous êtes en train de faire, cela possède une technique. Et face à une situation, on peut utiliser plusieurs techniques. Les activités d'apprentissage, puisque c'est ça qui va être le dada, les activités d'apprentissage permettent à l'étudiant d'atteindre un objectif d'apprentissage tel que le développement d'une compétence. Activité éducative, on l'appelle encore activité éducative ou activité pédagogique. L'activité d'apprentissage comporte une ou plusieurs tâches. Ce n'est pas seulement une tâche qui permet d'atteindre un objectif, non. Ça peut être une tâche, mais complexe. Ça peut être plusieurs tâches qui se suivent, qui permettent d'atteindre un objectif spécifique. Ça peut prendre la forme d'un laboratoire, d'un atelier, d'un exposé magistral demandé aux apprenants, de la mise en situation. On demande à un étudiant de faire un diagnostic en tant que médecin, de l'exercice, donc on lui soumet des cas à résoudre, des devoirs, etc. Il y a toute une panoplie. Vous allez voir que lorsque vous prenez la liste, vous allez voir qu'on utilise à peine le 10e des activités que l'on connaît dans nos situations d'apprentissage.
l'évaluation doit être au cœur de la préparation. Ce n'est pas, on n'évalue pas une chose parce qu'on l'a déjà fait et qu'on a fini et qu'on imagine comment on va l'évaluer. Non, c'est par rapport à tout ce qu'on a fait faire comme activité. On va choisir une forme d'évaluation en disant nous allons privilégier tel outil pour observer le comportement, puisque l'outil d'évaluation permet d'observer le comportement qu'on attend. Et donc, en ce moment-là, quand on décline, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir aussi choisir les verbes. Très souvent, nos verbes portent sur des malentendus dans la formulation de nos outils d'évaluation. Vous dites à un apprenant liberté et démocratie. Est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc, la notion de consigne dans le processus d'évaluation. Et cette évaluation peut être concomitante à chaque étape que vous voulez. C'est-à-dire quand vous arrivez à une étape, vous faites une évaluation, vous arrivez à une autre étape, vous faites une évaluation, ou vous pouvez attendre la fin pour faire une évaluation. Mais comme nous sommes dans un système de formation, d'évaluation formative, puisqu'elle est liée à l'avancement des apprenants, nous devons prendre ce pli-là. Parce que vous savez, quand un étudiant rentre au premier semestre, ce qu'il a validé au premier semestre est gardé. On n'attend pas le sixième semestre pour faire un examen de licence, non. Donc, on doit pouvoir aussi épouser cette forme-là pour qu'à chaque fois que nous avançons dans nos unités d'enseignement, nous assurer que est-ce que le comportement est atteint. Et si ce n'est pas atteint, pouvoir trouver des éléments de rémédiation et la plateforme le permet. Donc, je vais m'arrêter là pour cette présentation et ensuite je me rends compte du défi aurait dû être le travail le semestre passé parce que j'ai l'impression qu'on est passé, enfin on ne savait pas ce qu'on faisait. Maintenant je reviens à ce que vous avez présenté en la première partie, le calendrier, le chronogramme par rapport à l'évolution de la pandémie. Je pense qu'il va falloir être flexible. Si la pandémie augmente, les présentiels, il faudra trouver des alternatives. À mon avis, c'est important. Le deuxième aspect, c'est par rapport à l'acte pédagogique, au fondement et aux finalités. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent se faire au niveau de l'État. Je pense qu'il est temps qu'on s'arrête un moment et qu'on réfléchisse à ces aspects-là. On ne peut pas dire nous sommes des enseignants, donc, alors vous avez bien montré que c'est une chaîne. S'il y a des étapes qui sont, je ne sais pas, bradées, eh bien, notre acte a beau être efficace, ça ne donnera rien. Il faudrait qu'on prenne, surtout que parmi nous, il y en a qui sont représentés au niveau de l'État. Il ne s'agit pas de chercher le fautif, il s'agit de voir ensemble le type de citoyen dont vous parlez et qu'on puisse enfin en parler plutôt que de passer tout le temps à parler de pétrole, gate, etc. Il faut qu'on dise quel est le type de citoyen que nous voulons avoir sans chercher à accuser qui que ce soit. Si on ne fait pas ça, le reste, à mon avis, c'est du folklore. Troisième chose, c'est par rapport à votre présentation. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de faire le contraire de ce que vous demandez? C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait, ce n'est que de la présentation pendant 1 heure. Moi, à la fin, je n'ai plus suivi. Vous aurez pu, tout ce qu'on a présenté, ce n'est pas important, on aurait pu faire ça pendant 1 ou 2 semaines. En présentant chaque étape, en nous emmenant faire des activités comme on l'attend de l'enseignant. Mais si vous venez nous déverser un discours comme ça, c'est anti-pédagogique. Merci beaucoup. merci, je suis sensible à la dernière question parce que c'est elle. Contrôler. C'est comme si je comprends, vous avez dit 1 semaine pour le contrôle ou évaluation. Alors, je ne sais pas si 1 semaine, effectivement, nous, voilà le premier tableau là, le tout premier, ouais voilà, les séquences. 5 séquences. Oui, par exemple, séquence 3 et séquence 5. Je pense que c'est là où nous allons faire une sorte d'évaluation, n'est-ce pas? Alors, je vois là-bas 1 semaine. Avec notre groupe choc, est-ce qu'on peut faire cette évaluation en 1 semaine? Je ne comprends pas si c'est vraiment 1 semaine pour l'évaluation. À interpeller l'institution. Tout ce qu'il a est certainement pertinent.
Donc moi je voudrais le rassurer également, jusqu'au plus haute autorité, la décision est prise. Donc l'accompagnement sera effectif. Donc sur ce plan, il n'y a pas d'inquiétude. Parce que je vois un peu ce qu'il veut dire, puisque s'il faut vraiment mettre en œuvre cette stratégie, il faut qu'on ait vraiment la connexion. Pas seulement la connexion, mais la connexion de qualité. Et il faut également qu'on ait les dispositifs informatiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense qu'il a tout à fait raison quand il dit qu'il faut que les plus hautes autorités s'impliquent et qu'ils jouent leur partition. L'autre aspect également de son intervention, c'est que si aujourd'hui on a réuni les doyens, justement c'est un privilège dans la mesure où on ne voudrait pas vous prendre en même temps au dépourvu comme tout le monde, mais on voudrait d'abord vous donner des informations, l'esquisse de ce qui va se faire d'abord. Et après maintenant dans le grand groupe, que vous ne soyez pas trop mobilisés. Je pense que c'est quelque part l'objectif de cette rencontre. Donc, tout ce qu'il a dit c'est vrai, ça. Tout est d'abord même tout son pays avec le discours. Mais dans la pratique, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment très pratiques que nous devons vraiment maîtriser et être maintenant les patrons devant les autres collègues. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous avez répondu seulement à un groupe de ça? Oui, non, bien sûr, ça va être très facile. Disons que séquence que vous venez de présenter, je crois qu'on doit également insérer au niveau des pas de séquence, et par exemple, si je prends par exemple la séquence 3 où il y a le bilan à mi-parcours, c'est ça. Ça concerne principalement les enseignements. Il faudrait que la commission qui gère ce processus aussi fasse aussi un bilan pour savoir le taux de pénétration de ce dispositif au niveau des apprenants. Oui. Parce que c'est très important. Très important. Oui. Nous avons choisi volontairement, l'outil le permet, de la voir en termes de statistiques, en termes d'éléments sur lesquels. Donc l'outil nous aide dans cette relation. Mais au-delà de ça, il y a tous les aspects qui peuvent relever non plus du dispositif, mais de comment est-ce que tout cela se passe sur le campus universitaire. Est-ce que les connexions au niveau des départements sont disponibles? Est-ce que les collègues ont des... Et ça, c'est là où je suis un peu frustré ce matin. Beaucoup sont venus sans leur ordinateur et je me dis, si, comme l'a dit tout à l'heure M. Ibé, heureusement il a son ordinateur à côté, si on nous demandait de faire un exercice, donc il faut sortir automatiquement. Donc, je disais aux collègues tout à l'heure, la séance que nous devons, tout comme dans le présentiel, nous sommes impliqués chaque jour dans le présentiel. La plateforme aussi devient notre deuxième maison. Nous sommes obligés tous les jours d'aller sur la plateforme, tous les jours, pour s'assurer de ce qui se passe dans notre unité d'enseignement. Sinon, si vous faites votre unité d'enseignement, vous disparaissez et que c'est un jour que vous vous rappelez que vous avez des unités d'enseignement, qu'il faut faire des choses, ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Donc ça doit devenir vraiment un outil qui nous accompagne